Les rendez-vous de Philopop. C'est les rendez-vous de Philopop sur Westrack Radio. Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette année 2022. Depuis novembre 2015 jusqu'à la date d'aujourd'hui, donc nous sommes en janvier 2022, notre pays vit sous état d'urgence. Il y a eu d'abord l'état d'urgence contre le terrorisme, suite aux attentats terroristes du mois de novembre 2015. Il y a, depuis mars 2020, l'état d'urgence sanitaire face à l'épidémie du Covid. Certes, l'état d'urgence n'a pas été constamment maintenu de 2015 à 2022. Il a été levé en octobre 2017 grâce à la loi SILT, c'est-à-dire la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Mais loin de restaurer l'état juridique antérieur, cette loi a inscrit dans le droit commun les principales dispositions de l'état d'urgence établi en 2015, parmi lesquelles des perquisitions administratives qui peuvent être faites à tout moment sur ordre du préfet au domicile privé d'une personne jugée suspecte, sans qu'il soit besoin de l'autorisation d'un juge, ou encore l'assignation à résidence. Alors ces dispositions devaient au départ rester temporaires, mais elles sont définitivement inscrites dans le droit commun par la loi du 31 juillet 2021, relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement. Lorsque surgit la pandémie du Covid-19, l'état d'urgence est à nouveau institué. Il s'agit cette fois d'un état d'urgence sanitaire qui conduit à restreindre provisoirement un certain nombre de libertés, la liberté d'aller et venir où on veut sur le territoire, celle de se réunir, celle de manifester, c'est le confinement et aussi le couvre-feu destiné à éviter la propagation du virus. De loi en loi, on arrive aujourd'hui, en janvier 2022, à la loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire, et parmi ces outils, il y a le fameux pass vaccinal. Alors mon propos n'est pas ici de dire si c'est bien, si c'est mal. Chacun, en tant que citoyen, se fera son propre jugement. Mon propos est de réfléchir sur les transformations que l'état d'urgence entraîne pour l'État. Peut-on dire que l'état de droit se transforme en ce qu'on appelle un état sécuritaire? Alors pour éclairer la question, je m'appuierai sur la lecture de l'Esprit des lois de Montesquieu, ouvrage paru la première fois en 1748. Pourquoi Montesquieu ? Eh bien parce qu'il est considéré comme un grand penseur de l'état de droit et que c'est à lui qu'on attribue, à tort ou à raison, le fameux principe de la séparation des pouvoirs. Mais avant de suivre l'argumentation de Montesquieu, je voudrais revenir brièvement sur la notion d'état d'urgence. Un éclaircissement est ici nécessaire. L'état d'urgence est en principe un état temporaire qui est déclaré pour faire face à un péril imminent. Il confère exceptionnellement des compétences accrues au pouvoir exécutif et aux autorités administratives, et il conduit exceptionnellement à restreindre des libertés. Ainsi, sous l'état d'urgence sanitaire, établi depuis mars 2020, les décisions sont arrêtées sous l'autorité du président de la République, au sein d'un conseil de défense sanitaire, dont il nomme lui-même les membres. Ce conseil est une institution placée sous le secret défense. Ne sont rendus publics ni l'ordre du jour, ni la liste des présents, ni le compte-rendu des débats qui y ont lieu. Les décisions adoptées en conseil de défense sont transmises au Conseil des ministres qui, en temps normal, est à l'origine des projets de loi, et le Conseil des ministres les transmet à son tour au Parlement qui dispose d'un délai très bref pour en débattre. On a ainsi affaire
à une procédure accélérée. La majorité des députés de l'Assemblée nationale étant largement acquise au président, ces décisions sont adoptées et deviennent des lois. Ainsi s'exerce le pouvoir politique sous état d'urgence. Face à des circonstances exceptionnelles comme une pandémie, il semble qu'il n'y ait pas d'autre choix que de déclarer cet état et d'adopter par ce moyen des mesures qui assurent la sécurité des citoyens, quitte à restreindre momentanément leur liberté. Mais la pérennisation de l'état d'urgence et des mesures d'exception qui l'autorisent ne risque-t-elle pas de conduire inexorablement l'État sur la pente de ce que Montesquieu appelait le despotisme? Jusqu'où l'État peut-il aller sans se transformer en instrument d'oppression, sans que l'état d'urgence ne soit le prétexte ou l'occasion d'imposer une politique qui n'a pas de rapport avec le but invoqué, la santé publique? C'est ici que la lecture de Montesquieu peut être très utile. Elle nous permet d'aller à la racine des choses. Voici comment se pose de manière générale, de manière radicale, le problème auquel les hommes sont tous confrontés selon Montesquieu. Ils ont besoin d'instituer l'État pour échapper à l'arbitraire, à la violence, à l'insécurité dont ils pâtiraient en son absence, mais l'État risque de se retourner contre eux en devenant un instrument d'oppression. Et c'est ce qu'il risque en effet de devenir si son pouvoir est sans limite. Comme l'écrit Montesquieu, la formule est célèbre, c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Livre 11, chapitre 4 de l'Esprit des lois. Le problème est donc le suivant. Comment concevoir l'institution de l'État si l'on veut éviter qu'il ne tombe dans l'abus de pouvoir, dans ce que Montesquieu appelle l'abus de pouvoir? Si on veut qu'il assure véritablement les conditions de la liberté politique. Alors pour Montesquieu, le mal à combattre est toujours l'arbitraire, sous quelque forme qu'il se présente. Il est en effet source de violence et il condamne les hommes à vivre dans la crainte. Ainsi, contrairement à ce qu'on attendrait, Montesquieu ne définit pas la liberté politique d'un homme comme l'exercice de sa volonté, mais comme le sentiment de sécurité dont il bénéficie quand il cesse d'être exposé à l'arbitraire et qu'il est protégé par les lois. Un homme n'est pas libre parce qu'il fait tout ce qu'il veut, sans aucune limite, parce que faire ce qu'on veut sans limite, c'est pouvoir faire violence aux autres, et du même coup, c'est aussi s'exposer soi-même à leur violence. Un homme n'est libre que s'il a l'assurance de ne pas dépendre de l'arbitraire des autres hommes. Ainsi, Montesquieu définit la liberté politique comme le sentiment d'être délivré de la crainte qui peut résulter de l'arbitraire des autres. Je le cite, voici la définition qu'il donne de la liberté politique. La liberté politique dans un citoyen est cette tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté. La liberté politique est donc l'antidote de la crainte. Elle n'est rien sans ce que Montesquieu appelle la sûreté. Et celle-ci n'est aucunement le contraire de la liberté, elle en est le synonyme. Il ne suffit pas que le peuple fasse lui-même les lois, comme c'est le cas dans une démocratie, pour que chaque citoyen soit libre. Si sa liberté n'est pas vraiment protégée par des lois. Dès lors, le problème se précise. Comment peut-on établir et maintenir la liberté politique? Comment l'institution de l'État peut-elle garantir la sûreté des citoyens? Alors, pour résoudre ce problème, nous allons voir que Montesquieu procède en 3 étapes. Il montre d'abord qu'il faut instituer l'État pour établir la sûreté des citoyens. L'institution de l'État est nécessaire pour régler la coexistence des hommes par des lois,
pour leur permettre d'échapper à l'état de guerre dans lequel ils se trouveraient, les uns contre les autres. Et dans cet état de guerre, l'arbitraire est à son degré maximal, la crainte est la plus extrême, et ce qu'on appelle l'état despotique n'en est au fond que le prolongement. C'est l'état où les hommes sont livrés au caprice d'un seul, qui est le despote. À cet état, il faut d'ailleurs opposer les États modérés, Montesquieu parle aussi des gouvernements modérés, que nous appelons tout simplement aujourd'hui des États de droit. Tout simplement parce qu'ils sont régis par des lois. Mais, deuxièmement, il ne suffit pas d'établir un État de droit pour éliminer l'arbitraire. Il peut y avoir abus de pouvoir. Certes, l'arbitraire n'aura pas dans ce cas la forme exacerbée qu'il a dans un État despotique, mais si cet abus de pouvoir persiste, il peut s'aggraver toujours plus et entraîner l'État sur une pente despotique. Ainsi, le despotisme ne désigne pas seulement l'État despotique, cet État où un seul gouverne sans loi, il désigne aussi la menace qui pèse sur l'état de droit si l'abus de pouvoir y persiste. L'examen devra donc porter sur la solution permettant d'éviter ce danger, et cette solution sera une constitution qui divise le pouvoir et distribue ses différentes fonctions législatives, exécutives, judiciaires, dans des mains différentes. En éliminant l'abus de pouvoir, en a-t-on fini avec l'arbitraire ? Pas encore. C'est le troisième et dernier moment de la démonstration. Pour le dire comme Montesquieu, tout l'arbitraire cesse quand on fait cesser celui qui affecte les lois pénales, que Montesquieu appelle les lois criminelles. L'enjeu est ici très important, car les lois pénales mettent en cause, je cite, « l'honneur, la fortune, la vie et la liberté des citoyens ». Et comme on le verra, la solution consistera dans un exercice modéré du pouvoir de punir, c'est-à-dire une juste qualification des crimes, une juste proportion entre les crimes et les peines, un usage modéré de l'administration des peines. Après la pause, nous allons suivre les 3 étapes du raisonnement de Montesquieu que nous venons d'exposer.
Que se passerait-il s'il n'y avait pas d'État pour faire respecter les lois et régler la coexistence des hommes? Cette situation correspondrait à ce que le philosophe anglais Thomas Hobbes appelait dans son grand ouvrage, le Léviathan, l'état de nature. Le Léviathan est paru pour la première fois en 1651. Pour Thomas Hobbes, l'état de nature se caractérise comme un état de guerre de tous contre tous qui entraîne la crainte de tous à l'égard de tous. Montesquieu reprend la démarche de Hobbes, mais il en corrige le point de départ. Si, par état de nature, on considère ce que seraient les hommes avant l'établissement de toute société, les hommes seraient livrés à leur seule biologie. Ils ne pourraient pas avoir développé leur intelligence et acquis des connaissances. Livré en effet à sa seule biologie, l'homme est un être faible et craintif qui, par désir de conservation, cherche d'abord à fuir ses semblables. Aussi, loin d'être un état de guerre, l'état de nature est au contraire un état de paix. C'est en se socialisant que les hommes développent leur intelligence et acquièrent des connaissances. C'est en se socialisant, et ainsi en s'humanisant, que les hommes quittent leur faiblesse initiale et que naît en eux un sentiment de force qui les incite à attaquer les autres hommes pour s'accaparer les avantages de la société. Et c'est alors qu'ils entrent dans un état de guerre où ils risquent de s'entretuer. Mais comme ils ont aussi acquis assez d'intelligence pour y trouver remède, ils sont en mesure d'instituer un État qui permette de mettre un frein à la violence par des lois. Comme je l'ai dit, Montesquieu ne confond pas la liberté avec l'exercice d'une volonté qui consiste à faire ce qu'on veut. Si chacun fait ce qu'il veut, il est exposé aussi à subir l'arbitraire des autres. Une telle liberté est illusoire. Un homme n'est libre que s'il a l'assurance de ne pas dépendre du caprice des autres. Et cela ne peut se faire que grâce à la protection des lois. Ainsi, sans des lois qui s'appliquent à tous, aussi bien gouvernants que gouvernés, il n'y a pas de liberté. Elle consiste, dit Montesquieu, dans le droit de faire tout ce que les lois permettent. Ainsi, ce qu'elle n'interdit pas, on ne peut pas contraindre les citoyens à le faire. Dans le même esprit, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789 dira dans son article 5 « Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'interdit pas. » Au comble de l'arbitraire, il y a le gouvernement despotique. C'est celui, écrit Montesquieu, où un seul, sans loi et sans règle, entraîne tout par sa volonté et par ses caprices. Quand un seul accapare à son profit les principaux avantages de la société, il fait régner son caprice et les autres sont condamnés à vivre comme des bêtes traquées, dans un état d'insécurité permanent. Ce gouvernement fait régner la violence et ne recule devant aucune cruauté. Son seul moteur est la crainte et il fait souvent usage de la torture. Ainsi, c'est le pire des gouvernements, car, comme l'explique Montesquieu, il cause à la nature humaine des maux effroyables. À l'opposé du gouvernement despotique, de l'État despotique, il y a les gouvernements modérés, qui sont des gouvernements régis par des lois. Qu'il s'agisse d'une république, où le peuple participe à l'élaboration des lois, ou d'une monarchie, si c'est une monarchie constitutionnelle. C'est dans les gouvernements modérés seulement qu'on peut trouver la liberté politique des citoyens. Mais comme le note Montesquieu, elle n'y est pas toujours. Elle n'y est que lorsqu'on n'abuse pas du pouvoir. Certes,
l'arbitraire n'y prend pas la forme exacerbée qu'elle a dans le gouvernement despotique, mais il peut se traduire par une violence d'État qui risque de s'aggraver et de faire basculer l'État dans le despotisme si on n'y prend pas garde. Il y a en effet une pente naturelle du pouvoir qui le conduit à abuser s'il ne rencontre aucune limite. D'où la fameuse formule de Montesquieu, que j'ai déjà citée, c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Un tel constat conduit à écarter la solution que propose le philosophe Thomas Hobbes dans son Léviathan. Pour sortir de la violence de l'état de guerre, de tous contre tous, et de la peur mutuelle qu'il engendre chez tous, la solution de Thomas Hobbes est d'instituer l'État par un pacte social et transférer sur lui la peur diffuse qui règne dans l'état de guerre. Si l'État se fait craindre de tous, il assurera ainsi la paix civile. Le pacte social est ainsi un pacte mutuel entre les hommes par lequel chacun accepte de s'en remettre au souverain, c'est-à-dire à celui qui dirige l'État. Je cite Hobbes, c'est comme si chaque individu devait dire à tout individu « J'autorise cet homme ou cette assemblée d'hommes et je lui abandonne mon droit de me gouverner moi-même, à cette condition que tu lui abandonnes ton droit et autorises toutes ses actions de la même manière. » La solution de Hobbes s'avère en réalité à la fois illusoire et dangereuse. Elle ne met pas un terme à la violence, elle l'institutionnalise, en la concentrant dans la personne du souverain. Que celui-ci soit un homme ou une assemblée, il exerce alors seul le pouvoir, il décide seul des lois et de leur exécution, et c'est la crainte qu'il inspire à ses sujets qui lui permet de s'en faire obéir. Cette solution ressemble fort à l'institution d'un État despotique. C'est pourquoi, pour Montesquieu, il faut l'écarter. Quelle est, alors, la seule solution qui peut éviter à l'État de se transformer en instrument d'oppression? Eh bien, cette solution est une constitution qui divise le pouvoir et arrête le pouvoir par le pouvoir. Je cite Montesquieu, « Pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » Pour illustrer cette solution, Montesquieu choisit d'étudier l'exemple contemporain de la Constitution d'Angleterre. À la suite de la glorieuse révolution de 1688, les Anglais ont établi une monarchie constitutionnelle. Alors, contrairement à ce qu'on dit souvent, Montesquieu ne préconise pas une séparation des pouvoirs. Une telle séparation serait en effet absurde. Si l'on veut que le pouvoir arrête le pouvoir, il faut que les pouvoirs soient en mesure de s'opposer. Or, ce n'est guère possible s'ils sont séparés et totalement indépendants les uns des autres. Montesquieu distingue trois pouvoirs, mais il ne les sépare pas tous. Il y a ainsi donc le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Et si je prends l'exemple de l'Angleterre, eh bien, qu'est-ce qui se passe en Angleterre? En Angleterre, le Parlement ne fait pas seulement les lois, il contrôle aussi leur application par le pouvoir exécutif. Et inversement, le pouvoir exécutif dispose d'une part de la puissance législative par ce que Montesquieu appelle une faculté d'empêcher, c'est-à-dire en fait un droit de veto. Le pouvoir législatif est ainsi divisé, mais le Parlement lui-même est divisé. Il est composé de deux assemblées distinctes, l'une qui représente les nobles, la Chambre des Lords, et l'autre qui représente le peuple, la Chambre des communes. Et grâce à cette organisation complexe qui divise le pouvoir législatif entre des groupes sociaux aux intérêts opposés, eh bien la Constitution peut jouer un rôle modérateur. Elle évite l'oppression des uns par les autres. Et sur ce point, Montesquieu est très proche de Machiavel, qui pensait que les grands et le peuple ont des intérêts inconciliables. Puisqu'il n'existe aucun bien commun
sur lequel ils puissent s'accorder, eh bien la solution est d'équilibrer leurs ambitions concurrentes et d'éviter ainsi que les intérêts des uns ne conduisent à l'oppression des autres. Alors, si je récapitule, ce qui préserve donc de l'abus de pouvoir, ce n'est pas une stricte séparation des pouvoirs, mais c'est leur distribution dans des organes distincts, et c'est aussi le partage du pouvoir législatif par plusieurs forces sociales et politiques. Lorsque le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont confondus dans les mêmes mains, et quand ce sont les intérêts d'un seul groupe social qui commandent, on peut craindre, je cite Montesquieu, on peut craindre que le même monarque ou le même Sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. Le seul pouvoir qui doit être séparé, c'est le pouvoir judiciaire. Alors que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif doivent être liés et enchaînés, ce sont les termes de Montesquieu, de manière à se faire contrepoids, eh bien le pouvoir judiciaire est le seul qui doit être séparé des deux autres. C'est la seule fois où Montesquieu parle de séparation. Formulé autrement, cela signifie que la justice doit être indépendante. La liberté des citoyens est menacée si elle ne l'est pas. En effet, s'il y a confusion du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire, si le juge est en même temps législateur, eh bien on peut craindre qu'il ne fasse une loi qu'en vue du jugement qu'il veut prononcer. La loi risque d'être faite seulement pour discriminer des individus ou des groupes d'individus. Et s'il y a confusion du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire, c'est-à-dire si le juge détient lui-même la force publique, autrement dit s'il n'y a pas de distinction entre la justice et la police, eh bien le risque est grand que celui qui détient les deux pouvoirs soit tenté d'arrêter un homme en vue de le déclarer coupable. Dans ces conditions, la présomption d'innocence n'existe plus. Le jugement rendu risque de n'être qu'un simulacre de jugement qui consiste à valider une décision déjà prise par avance. Alors, est-ce qu'on en a fini avec l'arbitraire ? Pas encore. Pour assurer les conditions de la liberté politique, il ne suffit pas que la Constitution distribue les pouvoirs dans des organes distincts et qu'elle sépare le pouvoir judiciaire des deux autres. Il faut encore que cesse l'arbitraire qui affecte les lois pénales, que Montesquieu appelle les lois criminelles. C'est ce troisième et dernier point que nous aborderons après la pause.
Nous abordons maintenant la question des lois pénales. Je cite Montesquieu au livre 12 de l'Esprit des lois. C'est le triomphe de la liberté lorsque les lois criminelles tirent chaque peine de la nature particulière du crime. Tout l'arbitraire cesse, la peine ne descend pas du caprice du législateur, mais de la nature de la chose, et ce n'est point l'homme qui fait violence à l'homme. Fin de citation. Lorsque les lois pénales descendent du caprice du législateur, la liberté des citoyens est menacée. On peut dire aussi leur sûreté. La sûreté du citoyen est menacée car il peut être accusé de toutes sortes de crimes et puni selon toutes sortes de peines, sans proportion avec lui. Le risque est particulièrement grave car les lois pénales, les lois criminelles, selon Montesquieu, mettent en jeu, dit-il, l'honneur, la fortune, la vie et la liberté des citoyens. Ainsi, je cite encore Montesquieu, « Cette sûreté n'est jamais plus attaquée que dans les accusations publiques ou privées. » Et il conclut, « C'est donc de la bonté des lois criminelles que dépend principalement la liberté du citoyen. » Précisément, la sûreté du citoyen est attaquée quand le présumé coupable, celui qui est accusé d'un crime, n'est pas considéré comme un citoyen dont il faut protéger les droits avant d'établir sa culpabilité et de prononcer une peine. Il faut d'abord une procédure d'instruction rigoureuse. Montesquieu parle de règles sûres. Il faut d'abord une procédure d'instruction rigoureuse si on veut éviter le châtiment d'un innocent. Je cite Montesquieu, « Quand l'innocence des citoyens n'est plus assurée, la liberté ne l'est pas non plus. » Pour établir sa démonstration, Montesquieu va jusqu'à soutenir qu'un homme qui, dans un état de droit, est jugé coupable après une instruction rigoureuse et condamné à être pendu, eh bien qu'un tel homme, je cite, « serait plus libre qu'un bacha ne l'est en Turquie. » Alors évidemment, ce propos mérite une petite explication. Alors, Montesquieu parle ici de la Turquie de son époque, qui était un État despotique. Quant au bacha, c'est un juge de cet État qui est entièrement aux ordres du despote et prononce des peines arbitraires sans aucune enquête, en frappant indistinctement les vrais criminels et les innocents. Le propos de Montesquieu paraît à première vue déconcertant. Contrairement à ce qu'il affirme, ne vaudrait-il pas mieux se trouver à la place du bacha et rester en vie, plutôt que de se trouver à celle du criminel qui est jugé et reconnu coupable dans un état de droit et sait qu'il sera pendu le lendemain? Alors je précise évidemment ici qu'au XVIIIe siècle, la peine de mort est appliquée. Le paradoxe énoncé par Montesquieu est levé si l'on sait que le despote turc, peut punir de mort un homme sous n'importe quel prétexte, et il peut aussi punir de cette manière ses ministres et ses juges. Que vaut-il mieux en effet? Un État despotique où celui qui juge et applique aveuglément des peines, le bacha, peut être lui-même exposé à périr à tout moment, ou un État de droit dans lequel la liberté des citoyens est protégée, y compris quand ils deviennent assassins. Dans un gouvernement modéré, dans ce que nous appelons un État de droit, le criminel est considéré d'abord comme un citoyen dont il faut protéger les droits, jusqu'au moment où cette protection cesse, une fois sa culpabilité établie et la peine prononcée. Et c'est ici sans doute que l'analyse de Montesquieu est la plus riche, la plus intéressante, la plus percutante. Quelle que soit la gravité de son crime, le criminel ne peut être d'emblée déchu de sa citoyenneté et désigné et traité comme un ennemi qu'il faut neutraliser. Il ne doit être puni qu'après avoir été jugé et déclaré coupable,
et seulement pour le crime qu'il a effectivement commis. Alors, on sait, face à des crimes odieux, la tentation est grande d'envisager les peines comme des actes de guerre par lesquels on croit ainsi défendre la société. Mais la protection légale des citoyens n'admet aucune exception. Si on admet une exception, eh bien, on prend le risque de donner toute latitude à un pouvoir répressif qui, au nom de la sécurité collective, pourra bel et bien détruire la sûreté de tous les citoyens. C'est cette tentation que souligne la juriste Mireille Delmas-Marty en observant l'inquiétante dérive sécuritaire des États occidentaux depuis les attentats terroristes du 11 septembre 2001 à New York, dans un ouvrage paru en 2010 qui a pour titre « Liberté et sûreté dans un monde dangereux ». Rappelons-nous que c'est au nom de la lutte contre le terrorisme que le gouvernement américain avait fait promulguer le Patriot Act et instauré des zones d'exception juridique en matière de détention et de statut des prisonniers comme Guantanamo. Et tout cela fait dire à Mireille Delmas-Marty que Montesquieu doit se retourner dans sa tombe. Rien de plus étranger, en effet, à l'idée de sûreté chère à Montesquieu que ce qu'on appelle aujourd'hui l'idéologie sécuritaire, qui, loin de modérer l'exercice de l'État, l'autorise au contraire à s'affranchir de toute limite et à concentrer tous les pouvoirs. Cette idéologie le conduit non seulement à restreindre la liberté des citoyens, mais encore à appliquer des peines préventives contre les individus qu'il juge suspects ou dangereux. Or, pas plus qu'il ne confond le criminel avec un ennemi, Montesquieu ne confond la peine avec ce qu'on appelle une mesure de sûreté ou encore une rétention de sûreté, qui consiste à interner préventivement un suspect ou à maintenir un condamné en détention au motif de sa dangerosité après qu'il a pourtant exécuté sa peine. Ainsi, comme l'explique Mireille Delmas-Marty, le droit pénal tend à faire prévaloir aujourd'hui la notion de dangerosité au détriment de celle de culpabilité. Il ne s'agit plus simplement de punir un individu pour le délit ou le crime qu'il a commis, mais d'éviter qu'il ne commette le crime qu'on pense qu'il pourrait commettre, au nom du risque zéro. Au terme d'un diagnostic qui établit sa dangerosité, on interne un homme parce qu'on voit en lui un criminel potentiel. Cette logique sécuritaire est ainsi une menace pour la sûreté des citoyens. Si l'on admet en effet qu'un homme puisse être privé de ses droits de citoyen et interné sans être jugé coupable d'un délit ou d'un crime au regard de la loi, tous les citoyens s'exposent alors à être menacés à leur tour. L'arbitraire règne encore quand la peine prononcée est sans rapport avec la nature du délit ou du crime. La qualification arbitraire d'un crime entraîne nécessairement une répression arbitraire. C'est le cas lorsqu'elle porte sur des crimes dont le contenu est si vague qu'il laisse prise à toutes les interprétations et à l'abus de pouvoir. C'était le cas du crime de lèse-majesté au temps de Montesquieu. C'est le cas aussi lorsque la qualification de crime ne concerne pas exclusivement des actions observables et qu'on juge criminelles des intentions supposées ou des pensées. Mais il ne faut pas seulement qualifier précisément les crimes, il faut aussi les classer et les hiérarchiser pour déterminer les peines en fonction de leur gravité. Montesquieu distingue ainsi et hiérarchise ainsi 4 espèces de crimes. Les crimes les plus graves sont ceux, je cite, qui choquent la sûreté des citoyens. Ils mettent en péril leur vie et leur liberté. Ce classement rationnel permet d'éviter que la sanction dépende de l'opinion et des passions du moment, comme c'est le cas lorsque les crimes sont appréhendés en fonction de l'effet immédiat que leur événement produit sur la sensibilité des citoyens. Et on sait aujourd'hui le rôle que peuvent jouer les médias à sensation. Dans le cadre de cette réflexion, Montesquieu explique que l'État ne doit pas se mêler des querelles théologiques, des querelles religieuses, et qu'il ne peut en aucun cas juger et punir un homme pour blasphème. Si Dieu est offensé, c'est à Dieu seul d'en juger,
et de se venger de l'offense qui lui est faite. Lui seul sait comment punir celui qui l'a offensé. L'État ne peut pas prétendre ici se mettre à la place de Dieu. Comme le dit Montesquieu, l'idée qu'il faut venger la divinité autorise l'État à recourir à la violence la plus extrême et la plus barbare. En punissant un homme pour hérésie ou blasphème, on criminalise des opinions et l'État sombre alors inévitablement dans le despotisme. La séparation du religieux et du politique est indispensable pour préserver la liberté politique des citoyens. Dernier point, pour faire cesser l'arbitraire, il est encore nécessaire de modérer les peines. L'esprit de modération n'est pas, comme on le dit parfois, un manque de courage qui conduit à se contenter de demi-mesures et à faire preuve de laxisme. Pour Montesquieu, l'erreur est de croire qu'il faut impressionner et se montrer à tout prix dissuasif pour faire reculer la criminalité. Or, en la matière, le laxisme ne consiste pas dans la modération des peines, il consiste dans l'impunité des crimes. Je cite Montesquieu. Qu'on examine la cause de tous les relâchements, on verra qu'elle vient de l'impunité des crimes et non pas de la modération des peines. Dans les États despotiques, les peines sont d'une extrême sévérité. Elles n'enrayent aucunement la criminalité, bien au contraire. Si on abuse de peines trop violentes et trop fréquentes, on risque plutôt d'endurcir la sensibilité. L'imagination des hommes s'accoutume assez vite aux peines cruelles. Montesquieu remarque à l'inverse, je cite, que dans les pays où les peines sont douces, l'esprit du citoyen en est frappé, comme il l'est ailleurs par les grandes. Ainsi, l'efficacité n'est pas dans la surenchère d'une répression toujours plus sévère, elle est au contraire dans un usage économique des ressources que procure la nature. La sensibilité humaine a des limites dont on doit tenir compte. Je cite Montesquieu, « Il ne faut point mener les hommes par des voies extrêmes, on doit être ménager des moyens que la nature nous donne pour les conduire. » L'analyse de Montesquieu nous donne maintenant les moyens de réfléchir à notre actualité. En quoi, en effet, l'état d'urgence peut-il être une menace pour la liberté des citoyens, pour ce que Montesquieu appelle leur sûreté? L'état de droit, on l'a vu, est une institution fragile, qui risque de tomber dans le despotisme si les pouvoirs législatifs et exécutifs sont concentrés dans les mêmes mains, et si le pouvoir judiciaire est dépendant des deux autres. Certes, face à des circonstances d'une gravité exceptionnelle, comme des attaques terroristes ou une pandémie, on peut comprendre que de manière provisoire et exceptionnelle, l'État suspende certains de ses principes et restreigne la liberté des citoyens. Le risque est grand, toutefois, que les mesures adoptées soient utilisées pour autre chose que le but invoqué. Pour prendre un exemple, on a pu observer en 2015 que l'état d'urgence n'avait pas seulement servi à lutter contre le terrorisme, il avait aussi servi à interdire des manifestations, comme la manifestation écologiste pendant la COP21, en plaçant des militants en garde à vue, en les assignant à résidence. Et on peut craindre aussi que l'état d'urgence soit pérennisé, que les mesures d'exception qui sont annoncées au départ comme provisoires se trouvent ensuite intégrées dans le droit commun, comme ça s'est vu. On peut craindre par conséquent que l'état d'urgence autorise de manière pérenne une nouvelle manière d'exercer le pouvoir politique qui s'écarte des principes d'un état de droit et mette en cause les libertés fondamentales des citoyens. Ne voit-on pas alors une dérive despotique par laquelle l'État se transforme en État sécuritaire? Pour justifier cette évolution, souvent, les gouvernements ou les hommes politiques déclarent que la sécurité est la première des libertés. Et ils se prévalent volontiers de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui mentionne la sûreté comme un droit naturel
imprescriptible de l'homme. Ce faisant, ils confondent en vérité la sûreté avec ce qu'ils appellent la sécurité. Or, comme l'explique Montesquieu, la sûreté ne peut pas exister sans la protection des lois. Elle est ce qui préserve non pas seulement de l'arbitraire des autres hommes, mais aussi et surtout de l'arbitraire de l'État. Alors que la sûreté exige un exercice modéré du pouvoir politique, l'impératif sécuritaire en appelle au contraire, au nom de l'état d'urgence, au pouvoir sans limite de l'exécutif et à la restriction des libertés. La pérennisation de l'état d'urgence constitue donc une menace pour la sûreté des citoyens. Elle peut faire courir un danger mortel à l'état de droit. Chers auditeurs de Westrack, l'émission est maintenant terminée. Je mets à votre disposition sur le site de Westrack le plan de l'émission qui accompagne son podcast et y ajoute une petite bibliographie. Au revoir et à très bientôt.